l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche. Macron, Reine des Neiges ou Maître Gims? Florian Philippot, la vérité qui dérange. Et puis Antoine Guénaud. Le Frexit est-il de gauche ou de droite? Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Yannick Hilarion, Philippe Bohen, Pierre Bourdin, Mister Guili Guili, Caroline Darbini et JP Poignant. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression et de DSA. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Souvenez-vous, jeudi, Maître Gims s'était placé en garde à vue. Et depuis, il est mis en examen. Oui, il est mis en examen dans le cadre d'un important système de blanchiment d'argent de plusieurs centaines de millions d'euros. Tout part d'activités illicites en France qui ont blanchi leur cash au travers de sociétés écrans dans le bâtiment, la rénovation énergétique et la sécurité, pour finir de financer notamment un important programme immobilier de luxe. 117 villas construites au Maroc dont Gims en faisait la promotion. Il y avait investi également des fonds. Il a été remis en liberté après versement d'une caution. Pour les Macron, cette mise en examen est une authentique catastrophe en termes d'image. Encore une de leurs fréquentations qui est visée par la justice. Maître Gims avait fait la promotion des pièces jaunes en compagnie de Bribri. Manu l'avait utilisé pour redorer son image auprès des Africains. Et bing, mise en examen. Pour l'Élysée, une urgence, il faut nettoyer cette tâche. Rien de tel que la Reine des Neiges et Disneyland. On ne rêve pas. Pendant que le ministre de l'économie nous dit qu'il gère la crise du carburant au jour le jour, Macron va inaugurer l'ouverture du nouveau village de la Reine des Neiges à Disneyland. Non, ce n'est pas une caméra cachée. Et lors de cette inauguration, Macron, regardez ses mains, fait de drôles de signes, oui, en cabalistique, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous épargne. Vous imaginez le général de Gaulle inaugurant une attraction de Disneyland? C'est même pas du niveau d'un sous-préfet. Et une attraction d'un parc de loisirs. Quel est le message qu'il veut nous faire passer? C'est sa vision de la France, mais c'est ce qu'annonçait Houellebecq dans un de ses romans. Pour ceux qui ont la référence, La carte et le territoire. François Asselineau. En 9 ans, Macron n'a inauguré ni gigafactory de batteries, ni centre de recherche, ni porte-avions, ni nouveau type de transport, ni centrale nucléaire, ni engin spatial, ni usine de drones, ni missiles hypersoniques, etc. Mais il a inauguré le village de la Reine des Neiges à Disneyland, un clown. Un ami me faisait remarquer que dans le clip de l'Élysée de présentation de la France pour vendre notre pays à l'étranger, Macron faisait la promotion du TGV, du nucléaire, du Rafale. Autrement dit, l'héritage gaulliste. Quel est l'héritage d'Emmanuel Macron? La dette et l'appauvrissement. D'ailleurs, Macron, c'est plus Reine des Neiges ou Maître Gims? Cette séquence de com à Disneyland, vous l'avez compris, avait pour but de chasser l'ambiance corruption à l'Élysée avec la mise en examen de Maître Gims. Et les communicants donc ont exploité la connotation pureté de glace de la Reine des Neiges pour redorer le blason du poudri. Les communicants à l'Élysée sont vraiment des maboules. Et dans cette agonie de la Macronie, l'interview qui fait du bien, qui dit la vérité. Oui, Florian Philippot va délivrer un implacable diagnostic sur CNews et mettre le Frexit au cœur de la campagne électorale de 2027. Des solutions. Non, mais si ça ne se fait pas, Monsieur Pro, il n'y a pas de solution. On crèvera. Et vous pourrez pleurer ici tous les matins ou le soir sur la France disparue, parce qu'elle est en train de disparaître. Quand même, j'espère que tout le monde en est conscient, que notre pays a son pronostic vital extrêmement engagé. Un pays qui n'a pas sa souveraineté ne peut que disparaître à la fin. Les réseaux sociaux ont salué
Le message fort de Florian Philippot, c'est en effet le point de départ, qui ne sera certainement pas suffisant si des européistes restent au pouvoir, mais qui est indispensable pour pouvoir agir sur le réel, sortir ou mourir. Sinon, on restera dans la pensée magique et dans les fausses promesses et dans la communication reine des neiges d'Emmanuel Macron. Et qui ignore aujourd'hui que cette grosse commission attaque les intérêts fondamentaux de la France? C'est invraisemblable. Le marché de l'électricité, je vous assure, c'est invraisemblable. C'est un scandale Oui, épouvantable. c'est un scandale. Même Mais les experts le disent. Mais oui, tout le monde l'a Non, mais dit, même Bruno bon. Le Maire, quand il était ministre Oui. de l'économie, avait dit en 2021, c'est aberrant, etc. Oui, bien mais sûr. l'Allemagne ne veut pas qu'on en sorte, puisqu'elle a intérêt à cela pour diminuer la compétitivité de notre économie et notre industrie. Et on sait qui se cache derrière cette grosse commission, les Allemands. Et à la rescousse de Florian Philippot, Philippe de Villiers. Oui, mais je voudrais quand même vous répondre. Ah bah oui, de préférence. Il faudrait baisser la TVA à 5,5, mais on n'a pas le droit parce que l'Union européenne nous l'a interdit par une directive en 2006-112. Il faudrait sortir du marché de l'électricité, mais l'Union européenne nous l'interdit. Il faudrait ensuite... En 45 secondes, Philippe de Villiers explose l'Union européenne et les politiques qui veulent y rester, expliquant en quoi elle aggrave considérablement la crise énergétique et la crise agricole. On n'a plus que nos yeux pour pleurer, voyez nos déficits, et on est spectateur d'une Europe qui nous détruit. Le Frexit sera bien au cœur de l'élection présidentielle de 2027. La France est de retour. D'ailleurs, je veux partager avec vous les conversations que nous avons entre Frexiteurs. J'ai reçu pour cela le jeune et brillant Antoine Guénon, qui a écrit un essai tout à fait remarquable sur le souverainisme et qui a d'ailleurs fait énormément de bruit. Vous le voyez à l'écran. Une grande question, le Frexit est-il de droite ? Eh bien, bonjour Antoine, on est vraiment très heureux de te recevoir dans ces entretiens. Tu as écrit un essai tout à fait remarquable. Tu vas un petit peu nous en parler et je vais te poser de suite la question un peu provocante. Est-ce que le Frexit est de droite? Alors déjà, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très content de passer dans votre émission. Parce que ouais. Moi, j'ai mon idée, après chacun a son idée, mais c'est ce que je développe dans le livre, hein. Pour moi, le Frexit n'est pas de droite. Aujourd'hui, on a cette impression-là, puisque les têtes de pont souverainistes sont plutôt des gens qui viennent d'un courant de droite, disons. Euh, La droite Après, gaulliste. Ouais. oui, voilà, et c'est pour ça, c'est cette question aussi, c'est est-ce que le gaullisme est de droite ou de gauche, quelque part? Voilà. Ça vient historiquement certainement d'une droite, etc., mais il y avait des Conservatrice. gaullistes de gauche, comme on dit, des Tout à gaullistes fait. sociaux. C'est un peu cette question plus large. Donc non, pour moi, le Frexit n'est absolument pas une affaire de droite ou de gauche, c'est au-delà de ça, pour plusieurs, pour plusieurs raisons. Euh, Premièrement, un truc très simple, mais le Parti communiste français, par exemple, a longtemps été, jusque dans les années 2000 quasiment, toujours été contre l'Union européenne et la construction européenne, parce qu'il savait très bien que c'était l'impérialisme américain par d'autres moyens. Donc non, c'est pas une affaire de droite et de gauche. C'est encore une fois ce problème des mots. Qu'est-ce que la droite et qu'est-ce que la gauche? Puisque Oui. cette gauche aujourd'hui, est-ce que ces gens qui se disent de gauche sont vraiment de gauche? Le Et la PS, on même sait, chose. et Ouais. de droite, et pour la droite, pareil. Bien sûr. Pareil, parce que dans ces entretiens, on explique bien justement qu'il y a l'RPS. L'RPS, c'est LRPS. Et Oui, bien sûr. que, comme disait Philippe Séguin, ils vont se Oui. nourrir Au en même quelque fournisseur. sorte au même fournisseur, à la même cantine, qu'est l'Union C'est européenne. Donc, il n'y a voilà. plus de gauche et de droite, il y a Non. un autre clivage. Mais il y a quand même un clivage. Alors, quel est ce clivage? Alors pour moi, c'est le problème, tu vois, enfin, vous voyez, c'est plutôt pour le PS, enfin, le PS, LR, etc., c'est une sorte d'excès, que je sais plus qui c'est qui appelait ça, je crois que c'est Cerna qui appelait ça l'extrême centre. C'est un Mhm. l'extrême centre, c'est plus de la gauche et de la droite, c'est finalement le libéralisme, point barre. Enfin, et le mondialisme, l'impérialisme américain, etc. Ou maintenant, on peut inclure même, j'irais jusqu'à LFI et le RN, pourquoi? Parce que c'est pas des oppositions, puisqu'ils ne veulent pas sortir. Alors, comme dirait l'autre, il y a des alternances possibles, mais il n'y a pas d'alternative. Si on veut voter en 2027, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. On est obligé, chacun de ces partis-là veulent rester dans l'Union européenne. Donc, pour moi, il n'y a pas d'alternative. La seule alternative, c'est de Le sortir. clivage, il serait donc
Ah oui, entre les mondialistes oui, et les souverainistes. Voilà. Et j'ai ces souverainistes, donc, bon, même s'il y a un faut courant trouver les mots, mais c'est ça. Je sais ah, pas, voilà, faut trouver les bons mondialiste, mots, mais c'est ça, mondialiste contre souverainiste, tout à fait, oui. voilà, Oui, voilà, bien sûr. c'est ce clivage-là. Et dans ce sens-là, il n'y a pas, comment dirais-je, droite ou de gauche. Il y a quelque chose Non, de transcendant. pour Absolument. moi, il y a quelque chose qui dépasse ce clivage-là. On peut être souverainiste de droite, on peut être souverainiste de gauche. Bien Voilà, évidemment. comme on peut être mondialiste de droite et de gauche. Tout à C'est la même fait. chose. Tout à Mais fait. pour moi, il y a un clivage aussi, on peut l'exprimer comme ça, qui est un peu supranationaliste contre internationaliste. Les supranationalistes sont pour l'impérialisme finalement américain, parce qu'on sait où va ce supranational, on sait très bien que ça arrange les Américains. Contre internationaliste, où là, on va être plus sur. Donc, mais internationaliste, encore une fois, au vrai sens du terme, pas comme certaines, disons les gauchistes vont l'utiliser. Ils vont être Mhm. internationalistes, mais ils n'aiment pas les nations. Pour être Oui. internationaliste, il faut aimer les nations. Moi, c'est ce que je le dis dans le bouquin, c'est On, internationaliste, c'est l'amour des nations, le supranationalisme, c'est la haine des nations. Voilà. Et quand on aime sa D'ailleurs, nation, on aime la nation des on, autres aussi. voilà, on en parlait juste avant l'enregistrement. Il n'y a pas de démocratie Non, sans patrie. bien sûr. Pourquoi on ne peut pas avoir de démocratie sans patrie? C'est une question assez complète. Moi, je reviens sur Hannah Arendt qui disait un truc assez simple, qui est simple parce que ça inverse. C'est simple, mais en même temps, ça nous fait bizarre puisque ça inverse le sentiment qu'on a, l'intuition qu'on a. C'est qu'en fait, pour avoir des droits de l'homme, comme elle dit, pour avoir des droits de l'homme, faut déjà être citoyen. Parce que si on n'est pas citoyen, on n'a pas accès à ces droits humains qui sont en droit positif. Donc, il faut d'abord être citoyen avant, enfin, pour bénéficier de ces droits de l'homme. Donc, je pense qu'il y a déjà de ça. Et puis, un truc assez simple, et ça, De Gaulle va le répéter à l'envi, mais la nation est l'écrin de la souveraineté, enfin, la nation est l'écrin de la démocratie et de la souveraineté populaire. Eh La oui. Si nation on est, est cet voilà, écrin-là. voilà. S'il n'y a pas de nation, s'il n'y a pas de patrie, il ne peut pas y avoir de démocratie. Et il y a une Et on le voit grande, d'ailleurs, on le voit. une grande arnaque, c'est l'idée d'être citoyen du monde, puisque justement, le Oui, citoyen du monde n'est pas ancré dans un espace géographique. non. Et Voilà. puis le citoyen du monde, on retombe dans ce que je disais tout à l'heure, le citoyen du monde, c'est une vision supranationale. Mm. Et une vision Oui. supranationale ne prendra jamais en compte les peuples et les nations. Il n'y aura pas de démocratie dans un système supranational. Le supranationalisme, c'est fait justement pour passer outre les avis des peuples et des nations. Donc, On connaît ça très bien dans non, mais l'histoire et j'ai suffisamment bossé dessus. Dans ce type d'organisation, on a une nomenclatura. Voilà, oui, bien c'est-à-dire, sûr. on avait parlé d'ailleurs avec Fred le Parisiaste de Thomas Sowell, il va y avoir les oins, c'est de la nomenclatura, et puis de l'autre côté, on a des peuples qui vont être quasiment mis c'est peut-être un grand mot, mais en esclavage, dans une certaine Bien mesure. sûr. Ils auront perdu des droits, ils n'auront plus même le droit de s'exprimer, puisqu'on le voit aujourd'hui avec toutes les tentatives de l'Union européenne. Oui, c'est Alors, exactement ça. pour nous museler, ils ont toute une série d'outils rhétoriques, et notamment le terme fake news. Le mot Mm. fake news a différentes entrées. Mm. Est-ce que tu as un petit peu réfléchi à ce mot fake news et tu pourrais nous en dire un peu plus? Le problème de ces fake news, c'est moi j'aime beaucoup la phrase d'Hannah Arendt là-dessus, au-delà des fake news en soi. Je vais la citer parce que je l'ai pas de tête, mais elle est géniale à avoir la vraie phrase. Si je la résume, ça sera moins puissant. C'est quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et c'est ça le problème. C'est au-delà des fake news en soi, c'est ce flux d'informations permanentes qui ne viennent plus, en plus, qui ne viennent plus de structures en lesquelles on a confiance. On n'a plus confiance en l'État. On n'a plus Et confiance en encore l'État. moins dans En son l'État, bras armé, les chaînes d'information. on n'a plus du tout, voilà, on n'a plus du tout confiance. Et c'était la fameuse phrase de Solzhenitsyn. Pareil, je la cite, mais parce qu'elle est géniale. On voit tout le problème de la vérité, de la censure, etc. là-dessus. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent aussi qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons aussi qu'ils savent que nous savons. Et pourtant, ils continuent à mentir. Et voilà, c'est tout ce problème-là, c'est qu'il n'y a plus de capacité à agir parce que plus personne ne sait où est la vérité. En plus, avec aujourd'hui comment dire, une philosophie assez foucaldienne
qui va dire la vérité n'existe pas, puisque c'était tout le travail de Foucault, la vérité n'existe Ah pas. bah, tout, On a déconstruire, 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 et même les choses les plus solides. Oui. Et comme la vérité n'existe pas, on est passé du Nouveau Testament, quid est veritas, Mhm. à omnia est veritas. Comme il n'y a pas de vérité, tout est vérité. C'est Ça, pour ça, ça que c'est une grande fracture avec le monde gauchiste. bien sûr. C'est que tout se vaut chez les gauchistes, alors que nous, on hiérarchise. Ouais. Et Alors, en je voudrais plus, revenir sur le mot là-dessus, fake news parce que ça recoupe différentes entrées. Bien sûr, le bobard, simple, la propagande, oui, mais également l'erreur, ou une erreur qui peut être temporaire. On peut accuser quelqu'un de fake news parce qu'on l'accuse d'avoir commis une erreur, donc une fake news, oui, alors que bien plus tard, on s'apercevra que il avait raison. il a Et raison. maintenant, quelque chose d'absolument terrible, si tu proposes une analyse même la plus structurée, la plus raisonnée, on va t'accuser de fake news. Bien Et ça, sûr. c'est extrêmement grave parce que on demande aux gens de ne plus réfléchir, puisque si tu proposes une analyse, on va de suite te dire attention, comme ce n'est pas vérifié à l'instant T, eh ben, c'est faux. Et donc, c'est un mot qui est vraiment un outil de destruction, en fin de compte, de la pensée. Oui, oui, tout à fait. C'est un outil de destruction de la pensée et c'est Nietzsche qui en parlait, parce que Foucault a tiré de Nietzsche justement cette chose qu'on disait sur la vérité, que la vérité n'existe pas. Sauf que Nietzsche ne dit pas que la vérité n'existe pas, il dit juste que le pouvoir a besoin de créer, d'avoir le pouvoir de créer la vérité, disons. Oui. Ça veut pas dire qu'il y en a, Parce ça veut pas dire que la vérité en soi, disons avec un grand V philosophique et métaphysique n'existe pas. oui, là, parce que C'est là, juste ça que nous entraînerait dans des non, mais dissertations. tout à fait. Mais c'est que le pouvoir a évidemment besoin de pouvoir créer une vérité qui lui permet de rester en place, et cetera. Et c'est tout cette chose Ça, sur le d'ailleurs, c'est un terme simple, hein, ça s'appelle la propagande, c'est-à-dire tout le à fait, contrôle du récit. Euh, Là, on a eu complètement. un document extraordinaire que j'ai d'ailleurs montré à la communauté des entretiens. C'est l'interview de Joe Kent par Mmh, Tucker Carlson. Et il explique comment fonctionne justement la théorie du complot, comment ils mmh. mettent en place cette théorie du complot. Est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a un peu touché dans Mais ce moi qu'a c'est pu dire? mais moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est comment dire? C'est en fait, c'est noyer le tout en théorie du complot. C'est-à-dire qu'on ça fait passer les gens pour des fous. Heu, le but c'est Donc la ça, c'est de faire diabolisation. Ouais. non mais c'est le fait de faire passer les gens pour des fous et dans le tas, du coup, comme les gens vont se dire: «Bah oui, c'est du complotisme», ça reste en tête, enfin comment dire? Ça imprime dans leur cerveau, donc forcément, il y en a un dans le tas et c'est le problème qu'on va avoir, c'est que enfin, c'est le problème qu'on va avoir, je dis «nous, souverainistes», disons. Puisqu'on va dire des choses qui vont dévier de la vérité, technocratique et du pouvoir, forcément, ça va pas les arranger. Ils nous mettent dans les complotistes, mais comme il y en a des j'allais dire des vrais, quelque part, des gens qui sont vraiment un petit peu, allumés, Mhm. on va être dans cette même catégorie qu'eux et c'est là le Bah, problème, c'est que les gens vont pas et c'est le but, je veux dire, c'est fait exprès. moi qui suis complotiste, pour de vrai, j'ai même Oui, voilà. vu certaines personnes développer certaines théories pour discréditer, Oui, notamment tout à pendant le fait. Covid, des professeurs de médecine, qui Oui, prenaient un malin plaisir d'exagérer leur thèse ou de dire certaines choses pour discréditer, notamment Raoult, pour ne pas citer, professeur Montagnier ou professeur Perron, ouais. Ou bien sûr. Orion Code. Et c'est une technique, c'est le complot, enfin pour moi, c'est dans un cadre plus large qui est finalement une guerre cognitive. Alors on parle de guerre cognitive entre, dans un état normal de guerre d'État à État, mais en fait la guerre cognitive, elle est utilisée contre les peuples aussi, tout simplement. Absolument. Alors, je voudrais juste rappeler que Joe Kent avait expliqué que euh, les commissions d'enquête ne donnent pas des informations qu'elles devraient donner pour laisser les gens partir, justement divaguer, et faire en sorte qu'après, tout ce magma, lorsque les réseaux sociaux ont fait monter la mayonnaise, dire, regardez, ils disent n'importe quoi. Et celui Oui, qui va s'interroger de manière plus objective et sérieuse, va être qualifié comme ceux qui ont déliré. Donc c'est vraiment un moyen de discréditer toute forme de raisonnement, toute interrogation. On n'a plus le droit de s'interroger sur certains sujets. Sinon, eh bien, ils sortent l'arme complotiste. Et ça, évidemment, dans la réinformation, on est soumis à ce genre de choses. Un petit coucou complètement.
également aux fact-checkers, Rudy, Oui, oui, Julien et les autres. bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est un truc, c'est quelque chose de plus subtil que la censure en soi. Voilà, c'est plus subtil. C'est une sorte de censure, d'autocensure intellectuelle, quoi, finalement. C'est une censure plus subtile. Mais par contre, qui me semble marcher de moins en moins bien. Qui me Non, semble parce marcher. que les gens, il y a une raison, c'est que euh, on a été accusé, enfin, je veux dire la Oui, sphère dite complotiste de la réinformation, de complotisme sur une vingtaine de dossiers. Et ce qui est fascinant, c'est pas qu'on a eu tort, je dirais à 70 ou 80%, on a eu raison sur tout. C'est comme si tu joues au football, tu mets 10-0, quoi. Il n'y a même oui, pas eu bien de sûr. match. Et sur le Covid, sur les guerres, on a eu raison sur tout. Sur Emmanuel Macron, on a eu raison sur tout. Ce qui fait qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de se justifier de leur bobard. Voilà. Maintenant, Oui, tout à fait. ils sont acculés, ils sont obligés de Tout à dire, fait. bah oui, on a dit telle Et chose. bien Ouais. sûr. Et c'est pour ça qu'on arrive, de toute façon. Enfin, moi, je prends sur les vérités qu'on sort sur l'Union européenne, où on nous traitait de fous avant 2018 de vouloir sortir, et que finalement, maintenant, en fait, il y a de plus en plus de gens qui veulent en sortir parce qu'ils ont compris. Mais c'est pour ça que le pouvoir, voyant que maintenant cette censure subtile ne marche plus, arrive au gros sabot à la vraie censure. Là, on arrive à la vraie censure institutionnelle. Ça y est. Ah bah, Le, c'est le un projet. nom. Moi, je le vis. Hein. J'ai vu la mise en place. C'est le DSA. C'est-à-dire quand Oui, euh, on me fait perdre ma visibilité parce que j'interroge, je dénonce, je mets en lumière les travers de la Macronie et de l'Union bien sûr. européenne, bien évidemment. Oui, bien sûr. Mais là, c'est Voilà. vrai que le futur projet Project EU, là, Mhm. IEU, pardon pour mon accent shakespearien, mais va quand même traiter, enfin, place dans le terrorisme le fait de critiquer les valeurs démocratiques européennes. Donc Et les maintenant, valeurs, ces fameuses valeurs démocratiques, ne l'oublions pas, c'est le contrôle donc de la pensée, c'est de financer un État qu'on va pas nommer, mais qui est dirigé par quelqu'un qui n'a plus le suffrage universel, bon, tout le monde a compris de qui il s'agissait, etc. Donc oui, on aimait bien d'ailleurs dans la réinformation utiliser le terme orwellien, qui est devenu un peu galvaudé, et pourtant c'est le terme le plus juste. On est dans une oui, oui, dystopie, on est dans un monde orwellien. oui, complètement. Mais on le voit d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que c'est purement orwellien, où l'Union européenne est tellement incapable, puisque de toute façon, c'est pas dans ses gènes, puisque dans ses gènes, ils sont complètement libre-échangistes, etc. Euh, Ils ont réussi à vouloir faire un plan de, comment dire, protectionnisme européen. Et dans ce protectionnisme européen, ils arrivent à intégrer 80 pays partenaires. Donc c'est quand même c'est orwellien. On fait du protectionnisme européen, mais le Japon, l'Angleterre et autres Le sont libre-échange. accueillis dans notre. Bah, Voilà. autre élément, ce sont des gens qui t'imposent des règles escrologistes très Oui, sévères, et ce sont les mêmes qui vont signer des traités de libre-échange avec des pays qui sont à l'autre bout de la planète complètement. et dont les produits vont avoir un bilan carbone, puisqu'ils aiment bien le bilan carbone, désastreux. Je veux dire, tout est comme ça. Tout est comme Bien ça. sûr, Et je crois bien que sûr. sur cette bonne parole, on va remettre la semaine prochaine cette conversation. Je te remercie beaucoup, Antoine. Je Merci pense beaucoup. que les gens ont bien apprécié ton point de vue et on se dit J'espère. à bientôt. À très bientôt. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à cet entretien. Nous aurons des discussions assez régulières avec Antoine et je lui laisserai également carte blanche pour une chronique. Et pour rebondir sur la notion de fake news, voyez comment s'installe la propagande et les mensonges dans les médias. Quota Climat est une ONG reconnue d'intérêt général qui travaille sur les questions de représentation médiatique des questions environnementales. Et donc à ce titre, on travaille à la fois sur la représentation quantitative mais aussi qualitative des questions environnementales dans les médias et entre autres sur les questions de désinformation. Monsieur Cid Bongomez, il a porté cette offre quantitative que vous portez aussi à cette table Quota Climat. On compte, on va vous donner des pourcentages. On a parlé de... C'est complètement creux et ça ne veut rien dire. Et moi, j'ai regardé dans le détail la méthodologie, ce qu'on veut dire quand on a parlé du climat, qu'est-ce que ça veut dire bien parler du climat? Eh bien, par exemple, dans les 529 désinformations sur l'environnement que vous pointez
pointiez, par exemple, quota climat, ou M. Sibon Gomez, je pense à France 2, on va considérer comme une fake news le fait de dire le soutien de l'État aux énergies renouvelables est gigantesque, de l'ordre de dizaines, voire de centaines de milliards d'euros dans les prochaines décennies. Ça, c'est pointé par votre organisation comme une fake news. La Cour des comptes, il y a quelques jours, vient de rendre un rapport pour nous expliquer que le soutien aux ENR elle l'évaluait à 84 milliards d'euros. C'est une vérité. Et il y a comme ça beaucoup de choses. Quota climat, en fait, vous avez un algorithme, vous comptez la présence de l'environnement dans les médias, jusque-là tout va bien. Mais ensuite, quand vous intervenez pour dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, là c'est super idéologique et extrêmement biaisé. Et alors la science est mise complètement de côté. Et on a très souvent cette vision-là sur certaines antennes ou dans certaines émissions du service public où on ne fait pas de la science écologique, mais on fait de l'écologie politique, c'est-à-dire que on pense que si on n'est pas décroissant, ça ne va pas. On ne peut pas être technosolutionniste, on ne peut pas être pro-nucléaire, on ne peut pas considérer que les retenues de substitution, dans certains cas, selon le contexte pédoclimatique de l'endroit, ça peut être une bonne solution. Donc il y a une vision en fait qui est très radicale et qui participe en réalité insidieusement de la désinformation scientifique. C'est incroyable comment des ONG écolos marquent des propos justes avec l'étiquette fake news, désinformation. Car ce sont ces ONG qui désinforment, oui, c'est invraisemblable. Autre affaire tout aussi scandaleuse, l'interview de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères dans la Russie. Une énorme campagne de presse contre France Télévisions, mais pas dans le sens où on l'imaginerait. Guerre en Ukraine, l'interview de Sergueï Lavrov par Léa Salamé sur France 2, critiquée par les experts. Bonjour, la crédibilité de ces experts, on doit les retrouver sur le plateau de LCU. Incompétence, naufrage, tapis rouge pour la Russie. Les critiques fusent contre Léa Salamé de la part de nombreux experts en géopolitique après son interview du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Ah, ces experts en géopolitique, comme Gaïa Ackerman, bon, vous avez compris, ce sont des salariés de l'Atlantic Council que l'on entend aboyer du matin au soir sur LCU et BFM VC. Même notre ministre des Affaires, qui lui sont très étrangères, a condamné cette interview. Et il a vomi sur la Russie et Sergueï Lavrov en hurlant, les yeux exorbités, « Propagande, propagande !» Étrange conception de la diplomatie. Et puis, c'est un peu comme si le camembert disait au Roquefort « Tu pues ». Oui, parce qu'ils prennent où leurs ordres ? L'ambassadeur d'Ukraine en France veut devenir directeur des programmes de France 2. Il vient en effet de regretter que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ait été interviewé sur France 2 hier soir. Mais de quoi je me mêle ? Martial Bide, Lavrov est un des plus fins connaisseurs au monde des questions géopolitiques. Il est évident que cet entretien était intéressant en termes journalistiques. Moins passionnant que notre ministre Jean-Nono Barrot, j'en conviens. Quant au risque de propagande, nul doute que les Français informés 24 heures sur 24 depuis 4 ans sur la Russie, sa dictature, Poutine, etc., sont en capacité de faire la part des choses, non ? Les seuls scandales dans cette affaire, ce sont ces politiques comme Jean-Nono qui font des pressions, qui intimident les journalistes. Ils veulent donc que ces journalistes ne soient que les attachés de presse de leur ignoble propagande. Et ils avouent ainsi refus du pluralisme et surtout le fait que les Français n'aient pas le droit d'avoir autre chose que leur sale bouillie. Mais quels sont les propos qui ont énervé, que dis-je, excité Jean-Noël Barrot ? Peut-être ceci ? И мы неоднократно посылали Соединенным Штатам сигнал о том, что целесообразно наладить какой-то диалог по решению всех проблем Персидского залива и в целом ближневосточного региона, где с каждым разом, когда Соединенные Штаты и их союзники... Et oui, l'Irak a été détruit, la Syrie a été détruite, la Libye a été détruite. Maintenant, la même chose est en train de se passer en Iran. Si vous voulez écouter l'intégralité de l'interview de Sergueï Lavrov, il est dans ma description. Info Live et l'Ukraine. Aujourd'hui, pour la première fois,
En près de 25 ans, 5 membres du Congrès des deux partis ont rencontré 5 membres de la Douma russe pour discuter de paix et de relations bilatérales. Anna Paulina Luna. En tant que représentants des deux plus grandes puissances nucléaires mondiales, nous devons à nos citoyens un dialogue ouvert, le partage d'idées et une communication transparente. Nous continuerons à promouvoir ce dialogue et à œuvrer pour la paix, en appui aux efforts de cette administration en faveur de la paix et des opportunités économiques. Et ce dialogue a été fructueux. La délégation de la Douma tente de rétablir toute l'infrastructure de coopération au cours de sa visite aux États-Unis, considérant cela comme sa tâche principale. Les législateurs russes et américains se sont effectivement mis d'accord pour établir un groupe de liaison bilatérale. Un groupe de développement de relations avec la Russie sera probablement créé à la Chambre des représentants du Congrès américain. Et que font les dirigeants européens pendant ce temps-là ? Ils continuent dans leur politique complètement débile. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la situation de la Russie, ne ratez pas le bulletin numéro 283 et une très bonne analyse sur le discours de Joe Kent. Et il y a également cela, une véritable bombe. Dans une vidéo qu'il vient de mettre en ligne, le Premier ministre hongrois Viktor Orban exige de Zelensky qu'il fasse immédiatement revenir en Ukraine ses agents présents en Hongrie. Nous avons découvert que les services de renseignement ukrainiens s'ingèrent comme jamais dans nos élections, c'est-à-dire un pays européen. Ils veulent à tout prix qu'un gouvernement hongrois pro-Ukraine l'emporte pour soutenir la guerre contre la Russie, couper l'arrivée de pétrole russe et envoyer des milliards d'euros à l'Ukraine. Zelensky, ramenez vos agents immédiatement. Orban a également accusé Zelensky d'avoir financé la campagne électorale de Kamala Harris. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec notre champion du monde des affaires qui lui sont très étrangères, Jean-Noël Barrot. Ma réponse à Sergueï Lavrov. Mais tout le monde s'en moque. Te fatigue pas, mon grand, l'histoire est contre toi et on va vite s'en rendre compte. Toutes les magouilles occidentales pour provoquer la guerre en Ukraine. Il n'y a plus qu'en Europe qu'on croit encore à ce genre de discours. Le reste du monde a compris. Et tu es l'ancien monde. Est-ce que le système panique ? Oui, la preuve. Présidentielle 2027, Fantomas serait en mesure de battre le RN au second tour d'après un sondage. Remarquez bien, serait, hein. L'artillerie lourde à 1 an de l'échéance, ils sont de plus en plus fébriles parce que personne ne croit aux chances de Fantomas. La presse poubelle financée par vos impôts, c'est à peine croyable. Prenant le contre-pied de l'hygiénisme ambiant, Nicolas, docteur en droit, vient d'inventer une sucette au goût d'appendice génital. Le but, réhabiliter l'odeur du membre et démocratiser l'expérience d'une pratique encore taboue pour certains, des malades. Pierre-Yves Rougeron prend la défense d'Emmanuel Macron. Il a dit « Il n'y a rien d'extraordinaire de voir Emmanuel Macron à Disneyland. Vous le savez, c'est quand même le roi de la neige. » Bien vu, Pierre-Yves. C'est fini, je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt, au revoir.